tous les mardis au coup de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Depuis Frontenac, assiégé, bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruit, incendié. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous écoutez l'émission Vivement en français. Nous sommes le mardi 12 juin 2018. C'est la 10e édition de Vivement en français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore, et à la table des consoles, nous avons Marie-Claudette Syria qui est de retour. Merci Marie-Claudette de t'être prêtée au jeu, comme d'habitude, fidèle au poste. Alors, je commence avec la pensée du jour. La pensée pour aujourd'hui, c'est l'espoir n'est pas que d'attendre, car c'est en travaillant qu'on le bâtit véritablement. L'espoir n'est pas que d'attendre, car c'est en travaillant qu'on le bâtit véritablement. Eh bien, c'est une pensée de moi. C'est extraite de À l'assaut du bonheur, tome 2. Et le mot du jour, c'est immunité, terme qui appartient essentiellement à la biologie et désigne la capacité de l'organisme à se défendre contre des substances étrangères comme des agents infectieux. Et en politique, lorsqu'on parle d'immunité, c'est une disposition du statut des parlementaires en particulier ayant pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions et des mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance et celle du Parlement. Et l'on parle de immunité parlementaire. Nous allons prendre notre première pause. Je vous laisse avec la voix de Jean-Jean Roosevelt. Pourquoi a-t-on grandi? La vie, si c'est pour faire la différence entre les couleurs et les races, pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de faire plein de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu des adultes, j'ai vu des jeunes, j'ai vu aussi des enfants. Je me suis fait beaucoup d'amis et peut-être des ennemis. Petit à petit j'ai compris et j'imagine Hitler quand il était enfant, c'était un bon petit garçon, jouait au foot avec les juifs dans la cour de sa maison. Ben Laden aimait les feux d'artifice, passionné des grands édifices. Saddam avait peur de la police, ils ont grandi, tout a changé. Pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la différence entre les couleurs et les races, pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de chanter pour eux. Y'en a qui aiment, y'en a qui aiment pas. Y'en a qui sont fâchés contre moi parce que je dis la vérité. Encore une fois, je me suis fait des amis et qui sait des ennemis. Je continue à comprendre et imaginer. Dans l'avion à Hiroshima, ils envoyaient des bonbons là-bas. C'était des ballons, des PlayStation qu'ils apportaient pour les copains. Trujillo le Dominicain, son meilleur ami était un Haïtien. Il a grandi, il a changé, 52 000 il a tué. Les enfants n'ont pas de cœur pour haïr, pas assez grand pour trahir. Et si les cœurs des grands étaient ainsi, le monde serait un paradis, un paradis. Ah,
De retour, chers auditeurs, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous écoutez l'émission Vivement en français. Je reprends la pensée du jour. Pour vous, c'est l'espoir n'est pas que d'attendre, c'est en travaillant qu'on le bâtit véritablement. L'espoir n'est pas que d'attendre, car c'est en travaillant qu'on le bâtit véritablement. Et le mot du jour, c'était immunité. On entend parler souvent de ce mot, surtout dans le cas des parlementaires. C'est ce qui les sert de protection, en fait, contre des mesures d'intimidation du pouvoir politique ou des pouvoirs privés de garantir leur indépendance et celle du Parlement. Et on parle d'immunité parlementaire. Nous avons comme invité aujourd'hui Romy Chéri. Donc, elle est technicienne en travail social, intervenante à la direction de la protection de la jeunesse, dit DPJ. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet assez important. Fort souvent, dans notre communauté, on qualifie souvent la DPJ comme voleuse d'enfants. Et aujourd'hui, on va savoir est-ce que c'est effectivement ça ou bien est-ce que DPJ, comme dans le thème, est-ce que c'est un organisme qui sert à protéger les enfants? Bonjour, Romy. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Oui. Est-ce que tu peux nous dire de plus ample qui est Romy Chéri? Tout à fait. Donc, moi, j'ai fait ma technique en travail social au Cégep Marie-Victorin. Donc, ça fait déjà 10 ans que j'ai terminé. Et je pratique le travail social auprès d'enfants et de parents. Donc, ce sont nos clients essentiels à la DPJ. Avant ça, j'ai eu la chance de travailler avec les nouveaux arrivants au Québec en insertion en emploi. J'ai fait aussi de la persévérance scolaire auprès des jeunes qui ont un profil de décrocheur scolaire. J'ai également aussi travaillé avec les mères en difficulté en hébergement supervisé et aussi auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Alors, le CV est long, hein? Oui. Alors, Romy, revenons au sujet du jour. Qu'est-ce que la DPJ? Alors, qu'est-ce que la DPJ? La DPJ, c'est une institution gouvernementale qui est nommée dans chaque partie du Québec. Donc, au Québec, on va avoir la DPJ à Montréal, à Laval, Laurentides, Lanaudière. Donc, chaque région administrative a l'institution de la DPJ. Et nous, la DPJ, on est vraiment en charge d'appliquer la loi de la protection de la jeunesse. Et la DPJ, c'est sous la tutelle de quel ministère? Du gouvernement du Québec. Quel ministère en particulier? Des services sociaux et santé et services sociaux. OK, ministère c'est même que ministère de la Santé. Exactement. Parfait. Alors, Romy, quels sont les principaux rôles de la DPJ dans la société québécoise? Alors, les rôles de la DPJ, c'est surtout de faire une intervention auprès des enfants, puis des parents qui auraient des enfants où ce que leur sécurité et le développement qui est compromis. Donc, ce qu'on veut dire par la sécurité et le développement compromis chez un enfant, c'est que on a les parents sont les gens qui doivent répondre aux besoins fondamentaux des enfants. Et lorsqu'on voit qu'un parent, au niveau de la négligence, au niveau des abus physiques, des abus sexuels, au niveau des mauvais traitements psychologiques, ne répond pas à ce que l'enfant a besoin, alors nous, à ce moment-là, on intervient auprès de cette famille-là. Et qu'est-ce que les parents devraient savoir de la DPJ? Parce qu'on sait surtout dans notre communauté, peut-être dans d'autres communautés, on pense que DPJ s'immisce dans les foyers et enlève les enfants aux parents. Donc, c'est la perception qu'on a. Mais qu'est-ce que les parents qui nous écoutent présentement devraient savoir de la direction de la protection de la jeunesse? Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la DPJ, si on intervient dans une famille, on n'est pas là pour rien. Donc, on a vraiment des motifs sérieux de comprendre que la sécurité et du développement de l'enfant est compromis. Alors, c'est sûr que nous, pour qu'on puisse entrer dans une famille et intervenir, c'est qu'il doit avoir un signalement à la base. Si on n'a pas reçu de signalement, on ne peut pas
aller dans une famille et déplacer un enfant ou quoi que ce soit. Donc, premièrement, c'est sûr que si la DPJ vient chez vous, c'est parce que quelqu'un a signalé la situation de votre enfant. Ça peut être un voisin, ça peut être l'école, ça peut être la famille, mais il y a une personne d'emblée qui a fait un signalement et c'est comme ça que là, nous, on se rend à domicile pour faire l'évaluation de la situation. En parlant de signalement, on pense qu'il y a quand même le bénéfice du doute, pas parce que quelqu'un signale quelque chose que c'est forcément vrai. Est-ce que la DPJ se base sur des faits? Est-ce qu'il y a des éléments tout au moins probants pour procéder? Tout à fait. Donc, quand on reçoit un signalement, c'est sûr que la personne qui reçoit l'appel va évaluer les faits. Donc, c'est sûr que si une personne appelle et qu'elle n'est pas certaine de qu'est-ce qu'elle avance au niveau des dates, au niveau de qui est cette personne. Donc, si on voit que le discours est flou de la personne, on va pas retenir. Mais quand on voit que la personne est vraiment au courant de quel âge a l'enfant, quels sont là vraiment les faits reprochés, est capable de dire des dates, est capable de vraiment être capable de dire une histoire claire. Alors là, si vraiment on voit que ça atteint la sécurité et le développement du jeune, alors oui, on va retenir le signalement. Et par la suite, on va aller évaluer pour voir si c'est fondé ou pas fondé, ce que la personne a fait comme signalement. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui signalent peut-être par frustration, par jalousie ou par haine contre quelqu'un et qui veut dire je vais lui faire mal et puis je vais appeler la DPJ, etc. Pourtant que l'enfant est en bonne situation. Et c'est la raison de ma question. Mais Romy, dis-nous... dans quelles conditions ou bien comment procède la DPJ en fait pour enlever un enfant dans une famille? Pour enlever un enfant dans une famille, c'est sûr que chaque cas est différent, chaque cas est unique. Il n'y a pas vraiment une formule pour une formule systémique où ce qu'on va enlever un enfant. Donc c'est vraiment chaque chose est vraiment prise du cas par cas. Mais donne-nous des exemples. Par exemple, si moi, je reçois un appel d'une situation d'un abus sexuel chez un enfant, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Et là, si j'ai besoin de m'entretenir avec l'auteur des agressions et que là, pour une raison X, j'arrive pas à rejoindre cette personne-là, c'est sûr que pour une situation d'abus sexuel, je vais devoir appliquer une mesure de protection pour retirer l'enfant jusqu'à temps que je puisse m'entretenir avec la personne qu'on accuse de ces actions-là pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai. Mais on s'entend, c'est quelque chose de temporaire. C'est le temps de rejoindre la personne, d'expliquer qu'on a reçu un signalement et tout. Parce que dans un cas d'abus sexuel, je peux pas prendre le risque de laisser l'enfant dans son milieu et dire que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. On peut pas vraiment jouer avec la sécurité de l'enfant. Donc pour un cas comme ça d'abus sexuel, je vais appliquer une mesure de protection de 48 heures pour pouvoir être capable de rencontrer la personne. Mais sinon, habituellement, lorsque on a besoin de faire le déplacement d'un enfant, donc c'est comme ça qu'on dit à la DPJ, on n'enlève pas les enfants, mais on les déplace. Normalement, ça devrait pas être une surprise. Lorsqu'on reçoit un signalement chez une famille et qu'on l'a rencontré et que vraiment on voit qu'il y a des motifs qu'on doit rester pour intervenir, normalement, on agit dans la transparence et on va le dire aux parents si on est préoccupé de comment qu'ils donnent suite de nos conseils pour changer la situation qui est compromettante. Si on voit qu'il n'y a pas de changement, si on voit que vraiment c'est pas un parent qui est collaborant, c'est sûr que ça, on l'annonce. Écoutez, on a des inquiétudes, on a des préoccupations. Donc, quand on vient à faire le déplacement, le parent habituellement n'est pas étonné. C'est pas quelque chose qu'on va arriver puis qu'on déplace l'enfant tout de suite. Non, on aborde, on ouvre nos préoccupations et par la suite, si vraiment le parent se mobilise pas, si vraiment le parent ne collabore pas, ne retourne pas nos appels et tout, alors là, on peut faire un déplacement, mais c'est sûr que la famille est toujours avisée
que s'il continue dans cette façon-là de faire, qu'on risque de déplacer son enfant. Donc, c'est pas une surprise à la base. Et comment savoir que la situation n'évolue pas ou cela ne change pas? Est-ce que vous avez des enquêteurs? Est-ce que vous avez des personnes dans le voisinage que vous demandez de surveiller? Ou... Non, on n'a pas d'enquêteur. Donc, l'intervenant qui sera attitré au dossier, c'est lui qui va aller rencontrer la famille puis investiguer comment que la famille chemine, c'est quoi les changements qu'elle fait, quelle aide qu'elle va chercher à l'extérieur, est-ce que je sais pas, est-ce qu'elle va avoir un organisme de son communautaire de son quartier pour se faire accompagner, est-ce qu'elle va aussi laisser. Donc c'est vraiment en rencontrant la famille de façon active qu'on est capable de juger si elle évolue bien, si elle met vraiment en application ce qu'on lui demande. Donc, on fait vraiment des suivis assez intenses. Donc, si moi, j'ai une famille que vraiment ça va pas, il se peut que j'aille la voir à chaque semaine, puis qu'à chaque semaine, vraiment, j'évalue comment que ça va. Et c'est comme ça qu'on finit par déterminer si on continue l'intervention ou si on arrête notre intervention. Donc, c'est vraiment l'intervenant qui fait l'investigation, là. Est-ce que la DPJ procède selon une loi, comme la loi sur la protection de l'enfance, ou bien juste selon le bon sens? Non, on y va vraiment avec la loi de la protection de la jeunesse. On y va passer à notre guise simplement. Donc, c'est vraiment par les motifs de la loi qu'on voit vraiment qu'il y a eu une atteinte à la sécurité de l'enfant ou au développement de l'enfant. C'est vraiment par rapport à ça qu'on va agir. Concrètement, imaginons une famille qui est en situation, je dirais, d'instabilité avec les enfants, où il y a conflit entre parents et enfants. Que devrait savoir le parent pour éviter qu'une telle situation arrive, c'est-à-dire qu'on déplace son enfant? Ce qui est important de savoir, surtout pour éviter qu'on déplace les enfants, c'est que quand tu amènes l'exemple de la situation qui vit des conflits, c'est que les conflits parentaux va rentrer dans l'alinéa des mauvais traitements psychologiques. Donc oui, si on a un couple qui tout le temps se chicane devant les enfants, il peut avoir raison qu'on retienne le signalement. Parce que pour un enfant, grandir dans un milieu où ce qu'il y a constamment de la chicane, des insultes qui sont proférées tout le temps, c'est pas sain pour cet enfant-là. Donc, s'il y a un couple vraiment qui est tout le temps en train de se disputer, moi, je dirais à ce couple-là, vous êtes mieux d'aller prendre une chambre d'hôtel, de bien vous chicaner entre parents, et par la suite, vous retournez à la maison, mais faites pas ça devant l'enfant, parce que c'est pas bon pour son développement. Il faut aussi savoir que ça peut aussi être une situation de violence familiale. Si j'ai un parent qui tape toujours le frère ou la grande sœur, ben l'enfant qui est exposé à voir toujours son frère qui se fait battre par le parent, donc ça c'est l'exposition à la violence familiale. Donc là aussi il y a matière à retenir un signalement. Si j'ai une famille où il y a de la violence conjugale, l'enfant est exposé à ce que papa ou maman se fait battre, aussi, il y a matière à un signalement, parce que tout ça, c'est vraiment perturbant dans un enfant de vivre dans un milieu agressif, de vivre dans un milieu où il y a toujours de la violence. Parfois, c'est pas nécessairement de la violence, mais si c'est des insultes, tout le temps, du dénigrement par rapport à l'enfant, on lui dit « t'es bon à rien », ça aussi c'est un motif où ce qu'on peut retenir un signalement. Donc, c'est des choses qui sont importantes que les parents doivent savoir. Donc ça, c'est vraiment au niveau des mauvais traitements psychologiques, mais si on y va au niveau de la négligence, faut comprendre aussi que la négligence, oui, d'une part, on peut avoir une maison qui est vraiment très insalubre, puis qu'à l'œil nu, on va retenir le signalement. Mais la négligence aussi, c'est ne pas répondre aux besoins de santé qu'un enfant a besoin. Donc, si moi, j'ai un enfant, les vaccins sont pas à jour, je l'amène jamais au dentiste. Je l'amène jamais faire ses examens de la vue avant la rentrée scolaire. Ça aussi, c'est une forme de négligence au point, au niveau des services médicaux que l'enfant devrait recevoir. Donc là, il y a matière aussi à ce qu'on peut retenir un signalement. Je sais, à cet effet, c'est souvent dû à l'occupation, oui, le travail, oui, etc. Mais est-ce que si c'est le cas, on intervient toujours ou bien qu'est-ce qui peut se faire? Ben,
on va intervenir. Ça ne veut pas dire qu'on va garder le dossier ouvert durant un an de temps pour ça. Mais c'est sûr que durant l'évaluation, si on constate que c'est des choses que la famille doit faire, on va les accompagner, on va les sensibiliser au fait que votre enfant a besoin de suivi médicaux, on va leur demander de prendre les rendez-vous qu'il faut. Et s'ils le font, il n'y a pas de raison à ce qu'on reste. Donc là, on va fermer le dossier. Mais là, si j'ai un parent que malgré plusieurs fois, je l'invite à l'amener voir le dentiste, l'enfant a les dents carriées, il le fait pas et tout. Donc là, oui, je risque de rester dans le dossier jusqu'à temps que je constate que l'enfant ait reçu les soins de santé auxquels il a droit. Oui, mais si le parent ou les parents sont tout simplement inaptes à élever leurs enfants, que fait la DPJ dans ce cas? Ben, c'est sûr que si on voit que vraiment le parent n'est pas apte, ce qu'on va tenter de faire avant tout, c'est de voir avec le parent, est-ce qu'il y a une personne dans la famille élargie qui pourrait... Comme une grand-mère, un oncle, une tante, qui pourrait prendre le soin de cet enfant-là. On va toujours chercher à laisser l'enfant dans son milieu naturel avec les parents. La DPJ n'a pas l'idée de déplacer l'enfant pour le mettre avec des visages inconnus, des étrangers, loin de là. On veut toujours que l'enfant reste dans son milieu naturel. Et quand c'est pas possible, on va voir dans la famille élargie, si quelqu'un se porte volontaire pour ça. S'il y a personne, alors là, on n'a pas le choix de regarder s'il y a une famille d'accueil qui peut prendre cet enfant-là. Donc, c'est la façon de procéder qu'on fait lorsqu'on voit qu'un parent est réellement inapte. Alors, on va prendre une petite pause de quelques secondes, le temps de respirer, et puis on revient avec la suite de l'entrevue. Entre les couleurs et les races, pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. J'ai eu la chance de faire plein de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu des adultes, j'ai vu des jeunes, j'ai vu aussi des enfants. Je me suis fait beaucoup d'amis et peut-être des ennemis. Petit à petit j'ai compris et j'imagine Hitler quand il était enfant, c'était un bon petit garçon, jouait au foot avec les juifs dans la cour de sa maison. Ben Laden aimait les feux d'artifice, passionné des grands édifices. Saddam avait peur de la police, ils ont grandi, tout a changé. Pourquoi a-t-on... De retour, chers amis auditeurs et auditrices, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville et c'est l'émission Vivement en français qui est en l'air présentement et l'on entretient avec Romy Chéri qui est intervenante sociale à la DPJ qui nous parle justement de la direction de la protection de la jeunesse. Romy, est-ce que en fait les jeunes dans les centres jeunesse sont mieux encadrés que chez leurs parents? Au fait, ça va vraiment dépendre de l'autonomie du jeune. Il faut comprendre que à la DPJ, on a plusieurs façons de procéder. C'est-à-dire que si on a un jeune qui est vraiment oppositionnel à l'autorité, qui ne va pas à l'école et tout ça, donc il risque de se retrouver dans une unité de vie où ce que l'encadrement va être assez resserré, où ce que l'enfant doit vraiment suivre des règles vraiment à la lettre et tout. Si j'ai un enfant qui est plutôt un enfant très autonome, qui va à l'école, qui est pas absent, qui rate pas des cours. Donc ça, c'est un enfant que j'ai envoyé en foyer de groupe parce que il n'a pas vraiment de besoin d'avoir d'intensité au niveau de l'encadrement. Puis je vais l'envoyer tout simplement à un endroit parce que je sais qu'il est capable d'être autonome dans ses affaires. Et on a aussi le secteur globalisant où ce que on envoie des jeunes là-bas qui doivent un peu faire leurs preuves. Donc, j'ai pas besoin vraiment de les mettre dans une unité de vie où ce que l'encadrement de vie est sévère. Mais je dois voir si ce jeune-là est capable aussi d'être autonome. Donc, lui, il est comme dans un entre-deux. Il a des preuves à faire, à savoir est-ce qu'on peut l'envoyer en foyer de groupe parce que les jeunes sont très autonomes, ils travaillent, ils vont à l'école, ou sinon, est-ce que c'est un jeune qui n'est pas du tout capable de s'organiser puis qu'on n'a pas le choix de l'envoyer dans un encadrement intensif ou qu'il faut
encadrer là de façon plus. Donc, ça dépend vraiment de l'autonomie du jeune. Je sais qu'il y a aussi des fois, on les envoie dans des familles d'accueil. Et pour quelles raisons? Alors, les jeunes qui vont dans les familles d'accueil, alors, ce sont des jeunes qui sont très fonctionnels, qui sont capables de fonctionner dans une famille. Donc, si on a un jeune qui n'a pas de problème avec l'autorité, on a un jeune qui fonctionne bien à l'école et qui est capable de fonctionner dans une famille, alors on va diriger ces enfants-là dans une famille d'accueil et cet enfant-là va évoluer avec son père et sa mère d'accueil comme si c'était ses parents. Et quels critères pour être une famille d'accueil? Pour être une famille d'accueil, faut postuler au Centre jeunesse de Montréal. Il y a, un processus de sélection qui se fait entre 8 et 12 mois. Donc, on a vraiment des évaluations médicales à faire. On a vraiment besoin d'évaluer pour quelles raisons que la personne se porte comme famille d'accueil. Est-ce que c'est vraiment pour aider les jeunes ou bien est-ce que c'est plus pour un aspect pécunier? Donc, il y a tout ça à évaluer avec la personne. Il faut qu'on évalue aussi la résidence. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux normes du gouvernement? Donc, pour faire toutes ces vérifications-là, ça prend à peu près 8 à 12 mois avant que la personne puisse être accréditée famille d'accueil. J'imagine qu'il faut s'assurer que c'est pas quelqu'un qui a un dossier aussi criminel. Tout à fait. Donc oui, on va faire aussi des vérifications sur les antécédents judiciaires et pas juste pour elle, mais si elle a un conjoint aussi, on va aller vérifier si cette personne-là n'a pas d'antécédents judiciaires ou si elle a des enfants de 18 ans et plus. Donc tout le monde va passer à la vérification. Là. Alors, Romy, je sais qu'il y a des enfants qui grandissent malheureusement dans des familles dysfonctionnelles, exposées à toutes sortes de choses, prostitution, drogue, alcool, etc., etc. Quelle est la position ou bien quelle est l'action de la DPJ dans de pareilles situations? Donc, c'est sûr que là, pour ce que tu me décris, on parle vraiment d'un adolescent qui a des troubles de comportement sérieux. Donc, pour les jeunes qui ont des troubles de comportement là par rapport à la drogue et tout, ils vont devoir aller en centre jeunesse et là c'est vraiment dans une unité d'encadrement intensif parce qu'on s'entend que c'est une personne qui risque de se mettre à risque. Donc on va avoir un encadrement assez sévère. OK? Sinon, quand on a un jeune qui a fait un acte criminel, mais qui n'a pas 18 ans pour être jugé à la cour criminelle, alors à ce moment-là, c'est le centre jeunesse aussi qui prend la relève de ce jeune-là jusqu'à temps qu'il purge sa peine et par la suite qu'il puisse être relâché. Donc, on a 2 mandats finalement au centre jeunesse, à la DPJ. On a les enfants qui sont vraiment sur la loi de la protection de la jeunesse et aussi les jeunes qui commettent des délits qui sont aussi sur la loi du système de justice pénale. Donc, on a 2 types de clientèle là qu'on accompagne au centre jeunesse. On sait que c'est là l'inquiétude des parents qui disent des fois les enfants vont dans un milieu où c'est encore plus pourri, donc il peut arriver que l'enfant rentre passable et ressorte, je ne sais pas, gâté ou bien dévergondé dans le frottement avec des enfants qui ont grandi dans des situations pareilles. Donc Romy, au retour, on va parler de ça. On va prendre une autre pause, toujours avec pourquoi a-t-on grandi pour compliquer la vie, ou bien on va vers une autre musique avec Mac Dupré. C'est le regard qui nous dit tout, qui rend plus fort ou bien plus doux. C'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou. C'est une main sur le bonheur, tous nos demain en un quart d'heure. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême, assez pour que le feu reprenne. Un mot, un geste, une idée folle, une caresse et on décolle. C'est
De retour encore sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement en français avec nous, Romy Chéri plutôt, et l'on parle de rôle et des responsabilités de la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, dans notre belle société québécoise. Alors Romy, comme je le disais tantôt, je sais que c'est l'inquiétude des parents en fait, qui ne souhaitent pas voir leurs enfants piler, si on veut dire, le milieu des centres jeunesse, parce que des fois ils rentrent passables et ils sortent pourris à cause des frottements des enfants gâtés, des enfants qui ont grandi dans de milieux assez pervers, si je peux dire. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Bon, c'est sûr que là-dessus, il y a toutes sortes d'idées qui circulent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un jeune, comme je disais tout à l'heure, va dans les unités de vie en centre jeunesse, c'est parce que tout d'abord, ce jeune-là a besoin de réadaptation. On va pas aller mettre un jeune dans un milieu de vie dans le centre jeunesse s'il se comporte bien. Donc, quand le jeune est déjà dans une unité de vie, puis c'est là qu'il a été placé, c'est parce que c'est un jeune qui doit être réadapté, c'est un jeune qui a besoin de services parce que il fonctionne déjà pas très bien en société. Donc, si le jeune, on le réfère vers là, c'est parce qu'il a déjà des difficultés. Parce que les jeunes qui n'ont pas besoin de ça, ils vont être soit avec des familles d'accueil ou ce qu'ils vont côtoyer d'autres enfants qui sont comme eux, qu'ils n'ont pas des réels problèmes d'adaptation ou de comportement ou de toutes sortes d'autres choses. Donc, de dire si mon fils va en unité de vie, il risque d'être pire. Ben s'il est rendu là, c'est parce qu'il a déjà des problèmes qui fait qu'on le réfère là. Mais sinon, on va pas mettre un jeune qui fonctionne bien dans des unités de vie où ce qu'ils ont besoin de services de réadaptation. Alors, si on peut comprendre, on met les jeunes qui ont des difficultés de comportement ensemble. Oui, c'est ça. Pour qu'ils puissent recevoir des services de réadaptation, de psychoéducateurs, d'éducateurs spécialisés. Ils vont avoir des intervenants qui les seront attitrés, qui continuent à faire le suivi, tout à fait. Romy, est-ce que tu peux nous dresser un portrait d'une journée ordinaire dans un centre jeunesse? Comment ça se passe? Ben, au fait, comment que ça se passe, c'est que les jeunes, ils vont avoir 1 heure de lever où ils doivent se préparer pour aller à l'école. Donc, ils vont faire toute leur routine du matin, se lever, aller déjeuner. Par la suite, ils vont quitter pour l'école. Souvent, lorsqu'ils reviennent à l'unité, ils vont avoir la routine du soir à faire. Donc, ils vont avoir leurs devoirs, ils vont avoir... certains ont des tâches. Donc, il y en a qui vont peut-être participer à nettoyer l'environnement. Donc, ils ont tous des tâches à faire. Par la suite, c'est le souper. Parfois, ils ont des moments de récréation et par la suite, on va aller avec la routine du soir qui est de se laver, qui est de se préparer pour aller à l'école le lendemain. Les jeunes aussi peuvent avoir un moment où ils peuvent aller téléphoner à leurs amis, où ils peuvent aller téléphoner à leurs parents. Donc, tout ça est prévu dans leur horaire. Donc, tout est fait par une routine. Il n'y a pas d'enfant qui arrive là puis qui fait des choses selon ce qu'ils veulent. Non, il y a des règlements pour tout le monde et c'est comme ça que ça fonctionne dans des unités de vie. Est-ce que les unités, c'est séparé, les garçons à part, les filles à part? Tout à fait. Ou dans une même unité, on peut trouver les filles et les garçons? Non, il y a vraiment les unités pour les garçons et les unités pour les filles. Alors, Romy, est-ce que la DPJ précipite parfois dans ses décisions? Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce que avant de prendre une décision, il y a vraiment tout un processus qu'on met en marche. Donc, on va vraiment aller évaluer la situation. On va vraiment aller voir si les faits sont fondés ou non fondés. Lorsque c'est fondé, on va toujours s'asseoir. Il y a toute une équipe qui va se concerter sur la situation de l'enfant pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on choisit pour cet enfant-là? Est-ce qu'on choisit d'aller vers un déplacement? Est-ce qu'on juge que la famille a assez de force pour garder son enfant chez elle, mais tout en recevant nos interventions? Donc, il y a vraiment une mobilisation de plusieurs acteurs avant d'arriver à prendre une décision de est-ce qu'on déplace l'enfant ou bien est-ce qu'on le laisse dans le milieu. Donc,
pour ma part, je dirais pas qu'on prend des décisions de façon hâtive. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'appliquer une mesure de protection immédiate parce qu'on est trop préoccupé si un enfant se retrouve dans une situation vraiment ce que sa sécurité serait compromise soit par le risque d'être abusé sexuellement, là on n'a pas le choix de vraiment retirer l'enfant pour un certain temps, mais c'est toujours pour le temps qu'on évalue. Mais sinon, on prend pas de décisions hâtives. On est quand même conscient que on prend des décisions qui sont lourdes de conséquences, qui vont quand même impacter la vie des gens. Les parents et les enfants. Les parents et les enfants. Donc, on s'assure vraiment de bien se concerter, de vraiment tout analyser avant de décider du sort de l'enfant et des parents. Alors, je pose cette question, c'est parce que on dit que les enfants des communautés noires sont plus susceptibles d'être déplacés que ceux des autres communautés. Moi, là-dessus, je pense que toutes les communautés sont à risque de vivre des déplacements parce que quand on regarde justement tous les termes sur lesquels on peut intervenir, soit la négligence, soit les mauvais traitements psychologiques, je pense que toutes les communautés sont à risque de se retrouver dans ce genre de situation-là, où ce que, je sais pas, on a des parents qui chicanent tout le temps. Ça, c'est dans toutes les communautés qu'on peut rencontrer ce genre de choses-là. C'est dans n'importe quelle communauté qu'on peut rencontrer des parents qui sont trop sévères, qui ont un modèle éducatif autoritaire. C'est pas juste les communautés noires. On peut les retrouver, par exemple, chez les Italiens aussi, qui sont plus fermes, chez les Hindous aussi, qui vont pas permettre à leurs adolescents d'avoir des petits combats. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans toutes les communautés où ce qu'il y a matière à être signalé par la DPJ. Alors, je peux te poser la question, quelles sont les communautés où l'on trouve davantage d'enfants déplacés? C'est une bonne question. J'ai pas les statistiques pour dire s'il y a plus de signalements chez des communautés noires ou blanches, mais d'emblée, j'ai tendance à dire que n'importe quelle communauté peut avoir un signalement là. Je pense pas que c'est plus les communautés noires qu'une autre. Alors, je ne sais pas s'il y a une sorte de victimisation, mais je pense que les communautés noires pensent qu'il y a davantage de jeunes dans leur communauté qui sont déplacés, surtout dans les quartiers défavorisés. Je veux parler de Saint-Michel, de Montréal-Nord, etc. Moi, c'est sûr que si les familles répondent aux besoins fondamentaux de leurs enfants, on n'est pas censé d'aller déplacer les enfants pour rien. Et comme je disais toujours, notre but n'est pas de déplacer un enfant, mais c'est qu'il reste avec sa famille. Lorsqu'on parle de déplacement, c'est parce que soit que la famille ne collabore pas, soit que la famille ne met pas en place ce qu'on lui demande de mettre en place. Donc, est-ce que c'est vraiment l'enfant qui est plus victime de se faire déplacer ou est-ce que c'est plutôt le parent qui donne pas suite à ce qu'on lui demande? Donc, c'est peut-être là la question qu'il faut se poser. Alors, il y a un gros conflit, et ce conflit est dû même au choc culturel parce que en matière d'élever nos enfants, nous n'avons pas tous la même perception quant à cela. Si l'on vient d'Haïti ou d'Italie, comme tu disais tantôt, ou d'Israël, si on est juif, etc. Donc, on n'a pas les mêmes manières d'élever nos enfants. Donc, que faire la DPJ pour outiller ces parents qui viennent d'arriver en particulier d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique centrale ou d'Amérique latine? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a de formations ou de séminaires ou de choses comme ça pour les parents nouveaux arrivants de manière qu'il n'y ait pas mésinterprétation quant à leur relation avec leurs enfants? Ou d'intervention surprise, si on peut dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi qui est curative et non préventive. Donc, il faut vraiment qu'on ait un signalement pour qu'on aille intervenir. Sans signalement, on peut pas aller rencontrer une famille et leur dire que vous devez faire ci ou ça pour mieux vous accommoder au Québec. Donc, ce que moi, je dirais plutôt, ça serait à ces personnes-là qui arrivent d'aller voir dans les organismes communautaires, les maisons de la famille, dans leur quartier, d'aller voir au CLSC s'ils peuvent être, informés davantage sur les façons de faire au Québec. Mais c'est sûr que nous,
sans signalement, on peut pas aller rentrer directement avec les familles et leur dire voilà comment qu'on fait pour éviter un signalement. Donc, ça serait vraiment à cette personne-là qui intègre ici que, c'est sûr, c'est comme quand ces gens-là arrivent au Québec, ils ont sûrement des amis, ils ont sûrement une famille. Donc, je pense que ça serait plutôt le rôle de leur réseau social de peut-être déjà les indiquer que ici, on a une façon de faire probablement qui est différente, puis que s'ils veulent plus en savoir, qu'ils peuvent aller au CLSC, qu'ils peuvent aller dans les centres communautaires aussi qui font de l'éducation puis de la prévention avec les familles. Est-ce que la DPJ développe une sorte de partenariat avec ces institutions-là, les organismes communautaires, en particulier les églises, parce que ceux qui viennent d'Amérique latine, d'Haïti ou même d'Afrique sont assez religieux, pour ne pas dire très religieux. Est-ce qu'il y a des échanges avec les pasteurs ou les imams ou je ne sais pas, les prêtres ou des choses comme ça pour permettre à ce que les parents soient mieux renseignés à cet effet? Là-dessus, je pourrais pas me prononcer s'il y a vraiment des collaborations avec les églises, mais chose certaine, on est quand même en collaboration avec les organismes communautaires, avec le CLSC, avec les écoles. Donc, c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, la famille est quand même apte à recevoir de la documentation s'il se présente dans un CLSC, s'il se présente dans des organismes communautaires qui travaillent avec la famille. Mais de dire qu'on a des collaborations avec les pasteurs, ça par contre, je pourrais pas m'avancer sur ça. Ou bien, est-ce qu'il arrive qu'il y a des poursuites, que les parents poursuivent la DPJ s'ils estiment que leurs droits ou ceux de leurs enfants sont lésés? Personnellement, j'en ai jamais vu. Mais c'est sûr que si un parent sent que il a été lésé dans ses droits, alors moi je crois que si un parent justifie qu'il veut aller devant la cour pour poursuivre la DPJ, moi je crois que ça peut se faire s'ils estiment vraiment, mais c'est vraiment à ce parent-là de faire ses propres démarches, d'aller à la cour civile, de vraiment se prendre un avocat et tout. Mais sinon, j'ai jamais vu de parents là qui ont eu recours juridique vis-à-vis la DPJ. C'est-à-dire même au niveau des familles québécoises de souche, non? Ça n'arrive jamais? De voir qu'ils poursuivent la DPJ, personnellement, j'en ai jamais vu. OK. On va prendre une autre pause et puis on va revenir pour la fin de notre entrevue avec Romy. Chérie, on parle de la DPJ. Le moral à zéro, le froid qui veut ta peau, mais tu lui dis non. Car tu sais que pour toi, le soleil se lèvera au bout de l'horizon. Quand tu te sens perdu à ne plus savoir où aller, quelqu'un te répond. Et quand tu crois que tu n'as plus de raison d'espérer, quelqu'un te répond. On finit par trouver une raison d'exister, par trouver la maison où l'on voudrait rester. Sa place. Alors, l'expression du jour, c'est se mettre le doigt dans l'œil, ce qui signifie que l'on se trompe complètement ou grossièrement, que l'on fait fausse route. D'une façon plus intense, cette expression se dit se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude ou jusqu'à l'omoplate. Et comme exemple, on peut dire si tu penses le convaincre aussi facilement, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude ou jusqu'à l'omoplate. Et les expressions ou les termes synonymes de cette expression, c'est se planter, se faire illusion, se leurrer ou faire fausse route. La notion du jour, c'est la nuance entre l'adjectif directeur ou directrice et l'adjectif directif ou directive. Alors, l'adjectif directeur ou directrice se rapporte à celui qui dirige, qui conduit ou qui gère quelque chose. Des principes directeurs, par exemple, une ligne directrice, c'est une ligne fixe sur laquelle s'appuie la génératrice d'une certaine surface. On dit comité directeur ou bien une roue directrice dans un véhicule, par exemple. Et l'adjectif directif ou directive, le féminin, indique une direction. Il se rapporte à l'action accomplie de manière à poursuivre des objectifs
ou atteindre un but déterminé. Autrement, il détermine la direction à prendre ou l'action pour y parvenir. On peut parler d'un plan directif ou une pédagogie directive ou une méthode directive qui permet d'atteindre un but, bien entendu. Et c'est là la nuance entre l'adjectif directeur et le féminin directrice ou l'adjectif directif et le féminin directive. Je donne cette différence, c'est parce que souvent fois on nuance ces mots. On revient à notre entrevue, toujours avec Romy, on parle de la DPJ. Romy, alors dis-nous, qu'est-ce que les parents, je reviens à la même question parce que je trouve que c'est importante, qu'est-ce que les parents qui viennent d'arriver devraient savoir de cette DPJ qu'on dépeint comme étant la voleuse d'enfants? Mais on voit bien que ce n'est pas le cas, c'est plutôt un organisme qui protège les enfants, donc pour les permettre de bien s'épanouir et d'évoluer dans cette société avec la possibilité d'avoir l'égalité des chances, bien sûr. Donc, qu'est-ce que les parents qui viennent d'arriver en particulier devraient savoir de cette organisation qui n'existe peut-être pas dans d'autres sociétés, dans d'autres pays? Alors moi, je pense que c'est important que les parents soient au courant que ici, les enfants ont des droits selon le Code civil du Québec, selon la Charte des droits et libertés aussi des personnes. Et que la DPJ est défendeur de ces droits-là. Donc, si ces gens-là comprennent que ici, les enfants ont des droits et qu'on ne peut pas léser leurs droits, déjà là, c'est un premier début. Et de comprendre aussi c'est quoi la lésion de droit chez un enfant. Donc, comme je disais tout à l'heure, on parle de négligence, on parle des mauvais traitements psychologiques, on parle soit d'abandonner son enfant, on parle aussi de, si je ne m'abuse pas, si un enfant aussi a vraiment des troubles de comportement sérieux qui ne va pas à l'école, là ça n'a rien à voir avec le parent. Là, on parle que c'est vraiment le jeune qui n'arrive pas à se conduire de façon normale, donc là il faut qu'on agisse. Et aussi pour les abus physiques et sexuels. Donc si ces parents-là sont déjà à l'affût que les enfants ont des droits, que ici on tolère pas les abus sexuels vis-à-vis des enfants, on tolère pas les abus physiques, la négligence, les mauvais traitements psychologiques. Donc je pense que de vraiment être capable de comprendre ce concept-là, ça va vraiment éviter de peut-être se retrouver avec un signalement à la DPJ. Comme je le disais tantôt, Romy, donc on n'a pas la même perception. Donc relation parent-enfant, c'est tout à fait culturel, donc il n'y a pas d'universalité là-dessus. En fait, le parent croit bien faire, donc en fouettant, je ne sais pas, en punissant son enfant. Donc il se dit c'est un moyen à ce que mon enfant soit bien élevé, soit bien éduqué et trouve sa place dans la société. Mais le parent à côté qui a sa manière, qui a sa perception de la relation parent-enfant, signale la DPJ. Quand la DPJ arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la DPJ essaie de comprendre ce conflit-là, donc entre relation parent-enfant, de l'arabe, de l'italien, du juif ou de l'haïtien? Tout à fait. Est-ce qu'on fait ce lien-là? Donc, tout à fait. On est très conscient qu'il y en a qui viennent de communautés culturelles où ce que le modèle éducatif est plus autoritaire que celui au Québec. Ça, on est très conscient de cela. Et c'est pour ça que ces parents-là, lorsque la DPJ a un signalement, on va les accompagner et les outiller pour les faire connaître d'autres méthodes éducatives que plutôt la correction physique. Donc, il y a d'autres façons de faire si on veut discipliner son enfant. Et c'est sûr que nous, on va les amener à connaître quelle autre chose qu'ils pourraient faire au lieu d'utiliser la correction physique en premier lieu. Donc, ça va être de comprendre et de voir avec eux qu'est-ce qui peut être fait à la place de. Parce que je sais que assez souvent on dit si on ne corrige pas l'enfant, donc c'est une manière de laisser aller, c'est une manière de le dorloter dans le sens péjoratif bien sûr. Et pour nous en Haïti c'est intolérable, c'est inacceptable. On dit que le parent ça liciterait parce que c'est les mêmes qui fait garçon en gens liés là parce que li par contre battre, par contre fretter, et pourtant ici c'est pas la manière de faire. C'est pas la manière de
de faire. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la façon qu'on va aller corriger notre enfant, si c'est vraiment démesuré, on peut avoir des accusations criminelles. Parce que ici, on peut pas frapper l'enfant de façon démesurée, de façon excessive avec des objets. Ça, c'est inadmissible. Donc, et même là, ceux qui veulent utiliser la correction physique, il y a une façon de le faire. On n'est pas supposé de prendre des objets pour frapper un enfant parce que l'objet va devenir une arme blanche. Donc, si on veut utiliser la correction physique, il faut savoir comment le faire. On n'est pas non plus censé de frapper les enfants en bas de 2 ans parce qu'ils sont considérés des bébés à 0 ou 2 ans. Et en haut de 12 ans, ils sont quand même assez vieux pour qu'on puisse discuter avec eux. Donc, je pense que vraiment, les gens doivent savoir que certaines actions, si elles sont faites vraiment, là, si la fessée est donnée de façon vraiment démesurée, ça arrive que là, il y a des accusations criminelles et c'est sérieux. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite vraiment les gens à être ouverts et de recevoir des conseils lorsqu'on leur montre d'autres façons de faire qu'au lieu de rester stagné que nous, en Haïti ou bien nous, en Italie, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est en Haïti, ça, c'est en Italie. Mais au Québec, c'est différent. Et c'est d'être capable aussi d'intégrer qu'est-ce qui se fait ici. C'est très important. Alors, pour un parent qui nous écoute, qu'est-ce qui est permis? Est-ce qu'une bonne fessée, c'est permis? Ou bien est-ce que... des ceinturons, est-ce que c'est permis? Tout à fait. Ça dépend de la façon où ce qu'elle est donnée, comment que la fessée est donnée. Comme que je vous disais, lorsqu'on a un objet, une ceinture... une sapate. Oui, ou le mettre au petit coin. Le mettre au petit coin, ça va. Mais quand on a un objet dans les mains habituellement, ça, c'est pas toléré. Donc, en donner une tape sur la fesse avec les mains, ça va, c'est correct. Mais d'avoir un objet, ça, c'est moins bien accepté. Aussi, frapper au visage, les gifles. Une claque, frapper au visage au niveau de la tête, ça aussi, c'est à éviter. Et surtout quand ça laisse des marques. Surtout quand ça laisse des marques, mais surtout parce que ça peut être dangereux. On a déjà vu un papa qui avait donné une claque à son enfant. Je crois qu'il a disloqué le cou et elle en est décédée. Donc, le visage, on touche pas ça. Donc, donner une tape sur la main, ça va. Donner une tape sur la fesse, ça va. Mais quand c'est rendu qu'on prend des objets, quand c'est rendu qu'on frappe au visage, quand c'est rendu qu'on corrige l'enfant à un point où ce qu'il est des marques partout sur le corps, là, ça devient démesuré. Des fois, on prend l'enfant dans le bras ou dans l'oreille, on tire, etc. C'est ça. Mais ça devrait pas de façon excessive à causer des lésions. Quand il y a des lésions sur le corps, c'est parce que peut-être qu'on a été de façon démesurée. Alors, Romy, merci. Un dernier mot pour terminer. Un dernier mot pour terminer, c'est que, comme je disais au début, la DPJ, on n'est pas là pour enlever les enfants. Pour voler les enfants. On veut que les enfants restent dans leur milieu naturel. C'est la mission qu'on a, c'est de voir si l'enfant peut continuer à évoluer avec ses parents avant toute chose. Donc, voilà. Alors, merci Romy. J'ai quelques annonces pour vous, chers auditeurs et auditrices. Donc, il y a la campagne de financement de Radio Centre-Ville qui se poursuit. Vous pouvez faire un don en ligne ou par chèque à expédier à l'adresse de la Radio Centre-Ville, 6 au 5212 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, HTQ1S1. Ou pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 514-495-1540 et présentement, vous pouvez le faire car j'ai vu le directeur en bas tantôt. Donc, le directeur peut répondre à vos appels et vous pouvez dire vous pouvez faire un don à partir de $2 et à partir de $20, vous pouvez avoir un reçu à des fins d'impôt. Donc, vous allez chercher au moins 50% du don que vous avez fait à Radio Centre-Ville. Ce dimanche 17, c'est la pique-nique de la communauté positive. C'est de 11h à 16h. C'est au 3650 de la Rousselière, Pointe-aux-Trembles. Et sur une magnifique place à Pointe-aux-Trembles, il y aura des mini-conférences avec Pierre Beauregard et Marjorie Recyclair. Donc, il n'y a pas d'admission, c'est gratuit. Vous pouvez aller vous détendre dimanche prochain de 11h à 16h au 3650 de la Rousselière, Pointe-aux-Trembles, avec les gens de la communauté positive. Je vous annonce qu'à partir du mardi 26 juin, l'émission sera consacrée aux jeunes du primaire, secondaire, collégial, et ceci jusqu'au 28 août.
ces jeunes auront l'occasion de faire connaissance avec le milieu radiophonique et de s'exprimer en partageant leurs expériences scolaires, leur passion dans la vie et leurs perspectives. Pour que vos jeunes puissent participer à l'émission Vivement en français, vous pouvez me contacter directement au 438-878-3220 ou à vivementenfrançais@gmail.com. Donc c'est le temps de vous quitter, chers amis auditeurs. Merci d'être fidèles à Radio Centre-Ville et à émission Vivement en français. Merci à Marie-Claudette Syriac et toujours fidèle au poste qui fait les manœuvres techniques pour Vivement en français. Merci Romy de votre participation à cette émission aujourd'hui. Plaisir. Et j'espère que les parents ont été édifiés, ont suffisamment été informés quant à la mission et au rôle de la DPJ dans notre belle société québécoise. Je vous laisse ici, je vous souhaite déjà une bonne fin d'après-midi et bonne semaine. À la semaine prochaine pour une autre émission Vivement français. Au revoir. C'est le regard qui nous dit tout, qui rend plus fort ou bien plus doux. C'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou. C'est une main sur le bonheur, tous nos demain en un quart d'heure. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême. Assez pour que le feu reprenne. Un mot, un geste, une idée folle, une caresse et on décolle. C'est le hasard ou le destin. Deux corps se parlent et respirent enfin. C'est une main sur le bonheur, tous nos chemins pris par cœur. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême. Assez pour que le